Voilà, nous sommes sur LC, sur Radio Classique. Alain Vidalé, vous êtes un politique expérimenté, ministre des Relations avec le Parlement. Donc, allons-y franchement. Est-ce qu'il faut qu'elle parte, Cécile Duflot ? Non, il ne faut pas qu'elle parte. Je pense qu'on est dans une situation où on a bien vu que chacun jouait sa partition sur une question qui est l'une des plus difficiles qui se pose aux politiques et sur lesquelles les réponses qui ont été imaginées sur la question des Roms, il faut le rappeler, étaient des réponses parfois singulières, on se souvient. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a du billard à trois bancs, parce qu'au-delà du tacle adressé à Manuel Valls, elle met le président de la République dans une situation totalement inconfortable. C'est-à-dire que soit il est humilié parce qu'il dit rien, soit il apparaît comme un homme qui n'a pas d'autorité. Écoutez, le président de la République, le Premier ministre, ils ont une position dans cette affaire. Et cette position, ça n'est ni ce qui a été exprimé par Manuel Valls sur uniquement la partie, je dirais, répressive, ni ce qui a été dit hier par Cécile Duflot sur la partie traitement humain. On a réfléchi à cette question. Alain, vous êtes en train de me dire qu'il y a une position officielle. Oui, il y a une position. Vous avez donc deux ministres importants du gouvernement qui s'en écartent. Dans une plus grande répression d'un côté ou peut-être dans un plus grand laxisme. Vous avez vous-même dit ce qu'est la position du gouvernement. La position du gouvernement, c'est la circulaire du mois d'août 2012 qui est réfléchie. Mais parce que chacun est dans son action aussi. Le ministre de l'Intérieur, il a un travail extrêmement difficile, sous la pression des élus locaux, face à des situations, la sécurité publique, des bidonvilles qu'il faut démanteler. Il le fait, il le revendique. La ministre, Madame Duflot, elle voit l'aspect plutôt nécessité de l'insertion. Je crois que chacun a compris. Depuis le mois d'août, on a dit la position du président de la République, la position... Donc il va rien faire. Il va rappeler ce qu'est la position. Il n'y a pas deux positions différentes à l'intérieur du gouvernement, il n'y en a qu'une. Et peut-être va-t-il dire, il faut conjuguer à chacun des solistes, il faut conjuguer les deux positions. D'ailleurs... Mais vous savez que ce matin, vous l'avez lu dans les journaux comme moi, il semble qu'en privé, François Hollande soit furieux. Il a des bons chiffres sur le chômage, la visite à Florange s'est bien passée, et on lui colle une affaire qui, justement, d'après ce que vous venez de nous dire, n'existe pas, puisqu'elle a été déjà tranchée. Ouais, sur la question de l'opportunité, tous les commentaires sont possibles, mais maintenant que les choses ont été faites, je vais y répondre. Je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de regarder, parce que les questions politiques, elles ne sont pas faites pour uniquement rester dans les affrontements de petites politiques. C'est la réponse. C'est un sujet très difficile. Nicolas Sarkozy avait inventé la prime de 300 €, parce que ça montrait d'une certaine façon un grand désarroi, puisque les gens ils partaient, ils revenaient, à chaque fois ils touchaient 300 €. On l'a supprimé. François Hollande avait considérablement critiqué le discours de Grenoble en 2010. On l'a supprimé. Oui, mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, dans un journal, La Croix, ce matin, est publié le premier compte-rendu d'un comité de suivi qu'on a mis en place. Qu'est-ce qui se passe ? On parle de un peu moins de 20 000 personnes, ils disent 17 000. On parle de 400 campements, qui sont des campements d'ailleurs très concentrés. Île-de-France, Nord, il y a des zones de France qui ne sont pas concernées, et de bidonvilles. On parle de bidonvilles. Mais en même temps, ils disent que par exemple, un tiers des enfants sont aujourd'hui scolarisés. Ce qui est inacceptable dans cette affaire, il faut le dire. Quelle que soit la répression nécessaire, c'est qu'il y ait des gamins qui n'ont pas choisi de naître roms, qui sont là, et qu'on laisse dans des bidonvilles sans eau, dans des conditions inadmissibles. La réponse de la France peut pas être simplement, et personne ne le dit, et Manuel Valls ne le dit pas, uniquement répressive. Donc il faut tenir les deux bouts de cette position, et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'effectivement il y a eu des lectures, je dirais, chacun dans son champ de compétences uniquement d'une partie de la circulaire. Mais alors justement, vous venez de dire chacun dans son champ de compétences, c'est quand même totalement, comment peut-on dire, inapproprié dans le timing d'hier. Non mais ça, je veux dire, la question, mais oui. La question du timing, on est sur l'écume des choses, c'est probablement pas... On a viré Delphine Bateau pour beaucoup moins que ça. Mais c'était sur la critique de la politique budgétaire. Là, que le timing soit pas opportun, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est sur le fond. Et franchement... Pardonnez-moi, je vais faire un peu dans la provocation, mais c'est-à-dire qu'au fond, on vire les faibles, quoi. Quand vous êtes faible comme Delphine Bateau, vous prenez la porte. Quand vous êtes la patronne des Verts comme Cécile Duflot... Mais pourquoi voulez-vous virer tout le gouvernement ? Mais parce qu'on considère que c'est quand même pas très logique qu'on en appelle directement au président de la République, parce que c'est ça le problème. Elle n'a pas donné la position des Verts. Elle a dit le pacte républicain n'est pas respecté, il faut que le président de la République tranche. Mais le président de la République lui répondra, je ne peux pas répondre à sa place, donc il va le faire. Mais ce qu'il y a dans les propos
excessif de Cécile Duflot. C'est lorsque elle dit qu'il faut aussi avoir cette approche humaine et que c'est pas acceptable, qu'elle en vient à dire que les propos de Manuel Valls ne sont pas compatibles avec le pacte républicain. Je pense qu'elle est tout aussi dans l'excès. Voilà. Je comprends cet humanisme, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer le rôle de mère la morale ? Parce que finalement, à 6 mois des municipales, c'est un problème pour tous les maires, cette affaire-là. Oui, c'est un problème pour tous les maires. Mais, je veux dire, en même temps, on ne peut pas simplement se dire, voilà, il y a un problème, il est quasiment insoluble, personne ne sait comment faire. Il y a un peuple venu il y a longtemps d'Inde, qui est là-bas en Roumanie et en Bulgarie, qui vient ici, qui pose les mêmes problèmes partout en Europe. Comment on ne sait pas quoi faire ? Vous allez terminer, pardonnez-moi, mais vous savez, c'est une précision que je donne, puisque pour que notre conversation soit éclairante, que Victor Ponta, qui est le Premier ministre socialiste de Roumanie, ne veut pas entendre parler du retour des Roms chez lui. Mais ces gens sont des parias partout. Mais moi, je fais partie de ceux, mais comme beaucoup, c'est pas forcément que des gens de gauche, n'acceptent pas que des humains soient des parias. Et même si ça nous dérange, il faut trouver des solutions, mais avec la morale et la leçon du camp républicain. Et de ce point de vue-là, le discours de Manuel Valls, c'est un discours juste. Et dans ce qui a été remis, dans ce qui est ce matin dans la Croix, je trouve qu'il y a des éléments d'espoir. On ne peut pas rester dans cette situation-là, c'est tellement facile. Vous savez, les parias, ils dérangent toujours. Ils ont toujours dérangé. C'est tellement facile de rassembler la communauté nationale contre ces gens. Mais personne... Est-ce que quelqu'un croit que l'on est voleur, que l'on est... Non. Je veux dire, il y a des situations, il y a aussi des systèmes mafieux à l'intérieur. C'est ça qui rend les choses très difficiles. Ces gamins ne choisissent pas de ne pas aller à l'école pour aller mendier. C'est parce qu'il y a la pression. C'est ça aussi le phénomène culturel. Et ce qu'il faut faire comprendre aux gens, à eux, c'est que peut-être on peut rester en France. Et ce que dit la Croix ce matin, qui m'a assez impressionné, je ne connaissais pas ce chiffre, c'est que ceux qui sont là, les 20 000, 90% sont là depuis plus de 5 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont décidé de rester là, mais ils ne peuvent pas rester là dans ces conditions. Il y a des lois de la République, c'est ce qu'il faut leur rappeler. Mais est-ce qu'on peut vous rappeler à vous aussi que entre les propos à un moment d'Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici, puis alors maintenant entre Manuel Valls et Cécile Duflot, ou d'autres affaires, quand Montebourg avait critiqué par exemple Jean-Marc Ayrault sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, sur la manière dont il gérait le gouvernement, comme le conseil municipal de Nantes, ça fait pas un peu beaucoup tout ça, cette espèce de... Vous savez, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous l'avez dit, je suis un élu d'expérience. Très honnêtement, moi, ce qui me gênerait, c'est non pas parfois des commentaires inappropriés, mais qu'il y ait des ruptures sur la ligne politique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Or, dans ce gouvernement aujourd'hui, je n'entends personne, fort heureusement, parce que ça serait impossible, qui dise non, il ne faut pas faire comme ça, voilà comment il faudrait faire sur les grandes questions qui sont les questions budgétaires, fiscales et sociales. On va en parler justement, mais est-ce que ce n'est pas un affaiblissement de l'autorité du chef de l'État, marqué par des sondages pas terribles ? Marqué par des sondages pas terribles. C'est pour ça qu'il est furieux, vous le savez très bien qu'il est furieux. Écoutez, vous voulez pas me le dire, mais vous le savez. Ce qui est important, mais je ne suis pas là pour commenter, le président de la République ne m'a pas donné mission de commenter ses états d'âme. S'il en a, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que ce qui est important pour le président de la République, dans la journée d'hier, c'est que, peu à peu, il montre par la preuve qu'on peut faire de la politique autrement. Et que beaucoup de gens, y compris les commentaires avant la journée d'hier, c'était « mais qu'est-ce qu'il va faire à Florange ?» Beaucoup de vos confrères, mais enfin, qui peut lui conseiller de faire une chose pareille ? C'est pas les communicants qui ont décidé, c'est le politique qui a décidé, lui, de tenir sa parole. Et finalement, y aller, alors que tout le monde lui disait qu'il y avait que des coups à prendre, c'est aussi faire de la politique autrement. Et ça, c'est la marque, je pense, du président de la République, et c'est important. Je le rappelle à l'invité, et c'est important, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Les Verts, ils vont voter le budget ? Oui, ils vont voter le budget. Tous ? Apparemment, ceux qui le sont plus feront ce qu'ils voudront, puisque j'ai bien compris que Noël Mamère avait décidé, lui, de s'exonérer de cette obligation. Et est-ce qu'ils vont vous ramener la taxe carbone sous forme d'amendement ? On va discuter, ce qui est normal. Ils vont le faire. Attendez, je ne sais pas si vous êtes porte-parole des Verts, mais non, non. Voilà. Moi, je dis oh non. J'ai compris ça, mais franchement... on va débattre, c'est normal. On a un projet de budget, il a été fait, il y a eu des dialogues. Bon, une fois qu'il est donné par le gouvernement, il y a un Parlement. Vous avez 2 visions possibles. Le Parlement, une chambre d'enregistrement. Je suis désolé, mon modèle, c'est pas la Corée du Nord, et c'est pas... voilà, il n'y a que ça à prendre. Donc forcément, on va discuter avec qui ? Avec les parlementaires, qui ont des groupes politiques. Et donc on va voir, mais c'est vrai que les marges de manœuvre ne sont pas énormes, mais que la discussion est ouverte, c'est le message du gouvernement. Mais la discussion est ouverte, mais le vote
Il va falloir voter oui ou non. Le vote. Donc la question du maintien des Verts au gouvernement va se reposer. Mais là, vous avez raison. C'est la différence avec notre discussion de tout à l'heure. Tel ou tel propos. Le vote du budget, la question est claire. Ou si vous ne votez pas le budget, vous ne restez pas au gouvernement. Il n'y a aucune nuance possible là-dessus. C'est important ce que vous dites ce matin. Mais je le dis. Que François Hollande ne va pas l'attaquer tout de suite, mais il va l'attendre au tournant du vote. Et si jamais il n'y a pas de vote, au revoir, Cécile. Mais c'est très clair. Depuis le début, dans le contrat majoritaire, c'est la logique des institutions. Et ce que je dis ce matin n'est pas nouveau. Si vous ne votez pas le budget, vous ne restez pas au gouvernement. Les choses sont claires, c'est sans nuance. Il ne peut pas y avoir une autre lecture des institutions. Tout le monde connaît cette règle du jeu depuis le début. Mais elle aussi, c'est pour ça que d'une certaine manière, elle donne des gages à sa base pour amener ses parlementaires à voter le budget. Je ne suis pas un expert en psychologie verte. Vous n'êtes pas un expert en psychologie verte, mais vous connaissez. Dites-moi la pause fiscale, la soi-disant pause fiscale. Ils sont 840 000 de plus à payer l'impôt. Oui. Écoutez, je pense qu'on fait ce qu'on a dit. Le Premier ministre a dit les choses clairement à Bordeaux. On assume la décision qu'on a prise. Il s'agissait de retrouver notre souveraineté. On ne va pas faire le procès à vitam aeternam de la situation, mais tout qu'on a trouvé, tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Continuer à vivre à crédit, et finalement c'était l'indépendance de la France, notre souveraineté, la capacité du politique à décider qui était mise en cause, c'est-à-dire que c'était les agences de notation ou voire les taux d'intérêt qui faisaient la décision. On a décidé de renflouer les caisses, on paie la facture que les autres nous ont laissée, mais comme c'est la France... Ça va durer combien de temps ça ? On arrive pendant 5 ans, c'est de la faute de Sarkozy. Non, parce que ce qu'on nous aurait... C'est mon dernier mot, c'est le vôtre aussi. Dire c'est la faute à Sarkozy et ne rien faire, c'est irresponsable. Mais dire voilà ce qu'on a trouvé et voilà ce qu'on est obligé de faire ensemble, c'est la responsabilité politique, ça s'appelle le redressement, c'est ce qu'on fait. Et effectivement, on ne fait pas le redressement sans effort. Et ces efforts, ils ont d'abord été sur la fiscalité. Aujourd'hui, ils sont d'abord sur la dépense. Il y a une grande cohérence dans ce qu'on fait depuis mai 2012. Merci Alain Vidali d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Passez la meilleure journée possible. Merci à vous.